Un meurtre brutal ébranle une petite ville. C'est une communauté où on ne s'attend pas à un homicide. Une mère de famille a été abattue de sang-froid. C'est rare qu'on trouve une femme qui a reçu 9 coups de feu. Les indices accusent son mari infidèle. What has he done? Il a avoué qu'il était avec sa maîtresse ce soir-là. Mais la police scrute l'affaire. C'était digne d'un drame policier en pleine banlieue. Des fibres minuscules et des preuves médico-légales révèlent la vérité choquante. Cette reconstitution est basée sur le récit de témoins, les preuves de la police et les dossiers judiciaires. Le 15 janvier 1989, la police de Greenburgh, dans l'État de New York, reçoit un appel d'un homme paniqué. My name is Paul Solomon. I just got home. I think my wife is dead. She's lying on the floor bleeding. Mr. Rahman! Mr. Rahman! I need your help! I think she's dead. Help! Une paisible maison devient une scène de crime bondée. Richard Constantino entame sa première grande affaire en tant qu'enquêteur principal. Elle était couchée sur le dos, le visage vers le haut. J'ai vu une grande quantité de sang dans ses cheveux, sur son visage et sur ses mains. Elle portait un pantalon d'entraînement et un t-shirt. L'intérieur montrait une sorte de désordre organisé. Il y avait des vêtements sur les meubles, puis des magazines et des journaux sur les tables. La télé jouait à plein volume. On identifie rapidement la victime. Il s'agit de Betty Jean Solomon. Il y a un gant noir près de sa tête et un sac d'entraînement à ses côtés. Le téléphone du salon est décroché. La scène est maculée de sang. Il est évident que la victime a reçu plusieurs coups de feu. L'enquêteur Kevin Morgan se rend aussi sur les lieux. Personne n'avait signalé des cris ou des coups de feu. Compte tenu du nombre de balles qui ont été tirées, quelqu'un aurait dû entendre quelque chose. Silencer, maybe. Who found her? Her husband. Les enquêteurs apprennent que son mari, Paul Solomon, est âgé de 41 ans. Il enseigne aux enfants de 6e année au primaire. Lui et Betty Jean étaient mariés depuis 19 ans. Leur fille adolescente, Kristen, est partie en voyage de ski. Says he was out at the bowling alley all night. Oh yeah. Get this. The uniform? Let him wash the blood off his hands. What? Yeah. Where is he? Paul Solomon raconte aux enquêteurs que sa femme était directrice financière. Pour se détendre, elle lisait des romans d'amour devant la télévision. Personne n'avait de raison évidente de vouloir la tuer. So tell me what happened. Where were you this evening? Il dit avoir passé la majeure partie de la journée avec Betty Jean. À 18h30, il est parti jouer au quilles. Il est rentré à 23h30. Quand il a vu sa femme par terre, il a cru qu'elle s'était assoupie devant la télévision. Mais lorsqu'il l'a retournée, il a compris qu'elle ne se réveillerait jamais. À ce moment-là, rien ne me faisait douter de son histoire. Je l'ai traité comme un conjoint en deuil. Selon la procédure, on recueille ses vêtements en tant que preuve matérielle. Ils sont tachés du sang de sa femme. La police se concentre sur la scène de crime. On passe au peigne fin la maison en quête d'indices matériels. Le médecin légiste examine le corps de Betty Jean.
On couvre ses mains de plastique pour préserver la moindre trace de peau ou de cheveux qui pourrait identifier le tueur. On a trouvé des fibres dans sa main. On les a préservées pour les analyser. On teste le gant noir qui était près du corps pour voir s'il porte des traces de sang. You find anything on that? On n'a vu aucune trace d'effraction. Le meurtrier devait être une connaissance ou une personne qu'elle n'a pas hésité à laisser entrer. Il y a peu d'indices. La police doit obtenir plus d'informations de la part de Paul Solomon. Alors on a pensé qu'il vaudrait mieux interroger Paul Solomon et le coincer avec sa déclaration. Au départ, il était le suspect principal, parce qu'il était la dernière personne à avoir vu la victime quand elle était vivante, et le premier à l'avoir retrouvée morte. Au poste de police, le mari ne gagne pas la faveur des enquêteurs. L'attitude de Paul Solomon me semblait un peu louche. Il n'agissait pas comme un homme qui venait de trouver sa femme criblée de balles. Il n'était ni en état de choc, ni même bouleversé. It doesn't look so good that you washed your hands at the scene of the crime now, does it? I told you, her blood was on them. Yeah, you On told le questionne durant des heures. Paul Solomon s'en tient à sa version des faits, mais la police n'est pas convaincue. Il ne semblait pas avoir la conscience tranquille. Il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas nous dire. You see, I'm just worried about that bowling alley. I hope that manager can confirm that you were there for 5 hours. 5 hours, Paul, that's a long time. Comme la police le soupçonne, Paul Solomon change sa déclaration. Il avoue qu'il a quitté le salon de quilles peu de temps après son arrivée pour se rendre à un bar appelé le Tree Tops. Là-bas, il a rejoint une femme avec qui il a une liaison. Ils enseignent tous deux à la même école. Ils sont amants depuis 2 ans. La rencontre avait été arrangée au téléphone l'après-midi même. She good in the sack? I hope so. What's your lover's name, Paul? Carolyn. Carolyn Warmus. Cette liaison porte la police à croire que Paul Solomon avait une raison de tuer sa femme. Is there anything else you want to confess, Paul? No. Je lui ai dit qu'il était rentré chez lui pour tuer sa femme avant d'aller se faire tripoter par sa petite amie. Ça paraissait très mal. It wasn't a perfect marriage, but I'm not a murderer. L'enquêteur John Bonaiuto suit la plus récente piste. Police, open up. Carolyn Warmus pourra peut-être éclaircir l'affaire. On s'est rendu à son appartement, elle a répondu en chemise de nuit. Miss Warmus, we need your cooperation in an incident involving Paul Solomon. Did you say Paul Solomon? Yeah, I believe you're familiar with him. What has he done? La police convoque l'enseignante de 25 ans à un interrogatoire. I think he was with me to feel alive. He wanted to leave his wife. He couldn't because of Kristen. How long were you in a relationship with him? Carolyn Warmus déclare à la police que Paul et elle ont une relation passionnée qui devient de plus en plus sérieuse. And you were with him on the night in question? Je lui ai demandé où elle était ce soir-là, et elle m'a répondu qu'elle était au Tree Tops avec Paul. Je crois qu'ils se voyaient souvent là-bas. Elle confirme qu'elle est arrivée au restaurant à 19h45 ce soir-là. Paul était déjà sur place. Elle dit à la police qu'ils sont restés ensemble jusqu'à 23h. Carolyn Warmus n'est pas la seule à subir un interrogatoire. Les enquêteurs continuent de cuisiner Paul Solomon. Mais après avoir avoué sa liaison, ce dernier n'admet rien de plus. L'agent Morgan et moi, on se relayait pour questionner Paul Solomon, en espérant lui soutirer un aveu ou une confession. That's it. Gary Pillersdorf est arrivé, en disant qu'il représentait Paul Solomon et qu'il voulait qu'on cesse de l'interroger.
My client's done talking. Let's go, Paul. Gary Peldersdorf était son avocat, mais aussi son meilleur ami. Detectives? What the hell was that? Sa liaison avec Carolyn Wormus a établi qu'il avait une raison possible de tuer sa femme. Il devient donc le suspect numéro 1. Comme il avait une maîtresse ou une liaison avec une personne quelconque, il est devenu un suspect encore plus plausible à nos yeux. Le lendemain matin, la police retourne sur les lieux du crime. On veut trouver des preuves matérielles ou le moindre indice qui puisse confirmer que Paul Solomon est le meurtrier. Peter DeForest, un expert en criminalistique, cherche des douilles et des fragments de balles pouvant révéler le type d'arme qui a été utilisé. Quand la police de Greenburgh m'a appelé, elle avait déjà commencé à examiner la scène de crime. Le corps avait été retiré des lieux. 9 coups de feu ont été tirés, mais on n'a pas récupéré toutes les douilles. J'ai ramassé un gant par terre près de l'endroit où était le corps auparavant. Je l'ai soulevé pour le déposer sur la table de salon. Il continue ses recherches et il finit par dénicher les preuves manquantes. On a trouvé les douilles. Tous les fragments de balles qu'on a recueillis sur les lieux ont été déposés en tant qu'éléments de preuve. Peter DeForest a commencé à établir la trajectoire des coups, c'est-à-dire d'où les balles avaient été tirées. Le rapport de l'analyse balistique confirme vite le type d'arme qui a abattu Betty Jean. Des marques très fines sur les balles révèlent un autre indice vital. J'ai constaté de multiples rayures irrégulières tout autour de chaque balle. En général, c'est la marque d'un silencieux. J'ai donc pu affirmer aux enquêteurs qu'il s'agissait d'une balle de calibre 25 avec un silencieux. Le Dr. Rowe nous a avisé que Betty Jean Solomon avait été atteinte de 9 coups de feu et qu'elle avait subi un traumatisme contondant à l'oreille droite. La police connaît maintenant le type d'arme utilisé. Peu de temps après, l'autopsie confirme que Betty Jean a été assassinée avant 23h30. Paul Solomon aurait pu tuer sa femme après être passé au salon de quilles et avant de rejoindre Carolyn pour souper. Si Paul l'a assassiné, cela expliquerait pourquoi il n'y a pas de trace d'effraction. La police croit qu'il aurait pu surprendre sa femme, l'abattre, puis maquiller la scène du crime. Just watching my shows. Il aurait monté le volume de la télévision pour couvrir le bruit des coups de feu. Il aurait ensuite décroché le téléphone pour faire croire à une agression au domicile. Puis il se serait précipité au bar où il avait rendez-vous. What's gone into you tonight? Just really missed you. Il serait rentré chez lui quelques heures plus tard. Puis, il aurait appelé la police pour jouer le rôle du mari éploré. I just got home. I think my wife is dead. She's lying on the floor bleeding. Mais les agents n'ont pas de preuves concrètes pour vérifier leurs soupçons. Ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime. L'analyse des vêtements de Paul Solomon n'a détecté aucune trace de poudre, si bien que rien ne l'associe à une arme à feu quelconque. Déterminés à prouver leur théorie, l'agent Constantino et son équipe ratissent le quartier. Ils retracent les derniers jours et nuits de Betty Jean et ils amassent des renseignements au sujet de la famille.
Il fallait reconstituer les derniers moments de la vie de Betty Jean Solomon. On a parlé aux gens à qui elle avait parlé pour savoir ce qui lui était arrivé. L'agent Constantino est frustré jusqu'à ce que son enquête dévoile un indice troublant. Un appel au 911 a été fait depuis la demeure des Solomon le soir du meurtre. Vers 19h15, le soir du 15 janvier, une téléphoniste de la New York Telephone Company a reçu un appel au 911. C'était une femme qui a simplement dit « Il essaie de me tuer » ou « Elle essaie de me tuer ». Puis la ligne a coupé. La téléphoniste n'était pas sûre si la femme avait dit « il » ou « elle » parce que l'appel a été très court. L'appel au 911 situe clairement l'heure du décès à 19h15. Cela confirme que Paul Solomon aurait pu tuer sa femme et se rendre au restaurant pour 19h30. L'agent Constantino présume que Betty Jean a dit « il essaie de me tuer » en faisant référence à son mari. L'enquêteur place son suspect principal sous surveillance dans l'espoir de découvrir quelque chose pour appuyer cette version des faits. Mais c'est peine perdue. Au fil de l'enquête, l'agent Constantino apprend que Paul Solomon n'était pas le seul à avoir des aventures. Betty Jean était aussi infidèle. On a parlé à certaines de ses connaissances, entre autres des collègues de travail. On a appris qu'elle avait eu une liaison avec son patron dans une des banques. Cet homme a confirmé que Betty et lui s'étaient fréquentés pendant 9 ou 10 ans. Il se peut que cette longue relation ait mal tourné et qu'elle ait mené au meurtre. Mais l'homme nous a donné un alibi pour le soir du meurtre qui était irrécusable. On ne l'a pas considéré longtemps comme suspect. Un autre suspect possible est l'avocat de Paul Solomon. On a eu vent que Gary Pillersdorf avait peut-être eu une aventure avec la victime. C'est ce qui a fait dévier l'enquête, car il a fallu exclure Gary Pillersdorf des suspects du meurtre de Betty Jean Solomon. Ce qu'on a fait assez rapidement. On surveille toujours Paul Solomon de près, mais ce n'est pas le suspect principal qui éveille les soupçons de la police. Carolyn Warmus assiste aux funérailles de Betty Jean Solomon. L'agent Constantino trouve ce comportement fort curieux. Ça me semblait étrange de voir cette femme qui avait une liaison avec Paul Solomon se présenter aux funérailles de sa femme. Disons que je considérais ça comme étant de mauvais goût au plan moral. Carolyn Warmus devient alors une suspecte. Peut-être était-ce elle qui voulait se débarrasser de Betty Jean. L'agent Constantino découvre qu'elle a grandi dans une famille fortunée mais troublée, avec une mère alcoolique et un père distant. Pour en savoir plus sur elle, il obtient une entrevue avec Carolyn, mais elle annule au dernier moment. Elle parlera à la police seulement par l'entremise de son nouvel avocat. Alors j'ai su qu'elle devait cacher quelque chose. Les enquêteurs scrutent les relevés téléphoniques de leurs deux suspects principaux. Les relevés téléphoniques de Paul Solomon ne m'ont pas appris grand-chose. Il avait eu des conversations normales avec des gens qu'on connaissait déjà, des amis et des membres de sa famille. Mais les relevés de Carolyn Warmus étaient très différents, car ils renfermaient des milliers d'appels. Elle vivait au bout du fil. Les relevés téléphoniques confirment que Carolyn a appelé Paul le jour du meurtre. La conversation a duré 55 minutes. Selon Paul Solomon, c'était un appel banal. Ils ont parlé du fait qu'ils n'avaient pas souligné l'anniversaire de Carolyn la fin de semaine précédente et de leur souper prévu le soir même. En poussant l'enquête plus loin, la police apprend que Carolyn s'invitait chez les Solomon. On sait également qu'elle offrait à Kristen, leur fille, des cadeaux luxueux et qu'elle l'amenait faire des voyages de ski. Il est arrivé à plusieurs occasions qu'elle aille souper chez les Solomon pour tenter de s'immiscer parmi eux. Betty Jean n'était pas contente que Carolyn Warmus soit si proche de sa famille.
L'agent Constantino apprend que Carolyn a appelé un personnage singulier, un détective privé du nom de Vinnie Parco. Vinnie Parco dit que Carolyn l'a engagé 2 ans plus tôt. À l'époque, elle avait une aventure avec un barman qui était marié. Selon Vinnie Parco, Carolyn voulait qu'il enquête sur ce barman qui était marié. En réalité, elle voulait briser le mariage de ce dernier pour devenir sa petite amie. Elle a donc demandé à Vinnie de la prendre en photo tandis qu'elle était plus ou moins dévêtue. Elle souhaitait envoyer ces photos à la femme du barman pour causer un divorce. L'agent Constantino met au jour d'autres faits encore plus troublants. En 1983, quand elle étudiait à l'université, Carolyn s'était fait imposer une ordonnance restrictive. Elle avait harcelé son ex-petite amie qui était fiancée, mais cela ne l'avait pas empêché d'intimider la future mariée. Puis, l'affaire connaît un autre revirement. La police reçoit les résultats d'un test de polygraphe indépendant qu'a subi Carolyn Warmus. Yes. Yes. No. No. Son avocat nous a téléphoné pour dire que le test de polygraphe l'avait innocentée. Elle n'était pas impliquée dans le meurtre de Betty Jean Solomon. I did not kill Betty Jean Solomon. On a demandé à ce qu'elle rencontre notre propre polygraphiste pour répondre aux questions qu'on voulait lui poser. Son avocat a refusé et il a dit qu'il nous enverrait les résultats de son test. L'incident vient alimenter les soupçons de la police qui croyait déjà que Carolyn était coupable. C'est alors que l'affaire complexe devient encore plus obscure. Environ 5 mois après la mort de son épouse, Paul Solomon s'est mis à fréquenter une autre femme, Barbara Baller. La police trouve très douteux le fait que Paul Solomon entame une relation amoureuse si vite après la mort de sa femme. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est la réaction de Carolyn Warmus face à la nouvelle petite amie. Paul Solomon et Barbara Baller sont allés en vacances à Porto Rico. Carolyn Warmus l'a su. Alors elle a pris l'avion pour s'y rendre aussi. Durant son vol, elle a passé son temps au téléphone à appeler l'hôtel de Paul Solomon afin de lui parler. Paul Solomon's room, please. If you could give me his room number, it's of vital importance. It's essential that I need his Mr. Solomon right now. Sharon, Carolyn, Madeline. Elle s'est mise à lui laisser des messages pour lui faire croire qu'il devait aller là-bas avec elle et non pas avec Barbara Baller. Carolyn Warmus appelle sans arrêt l'hôtel de Paul Solomon et elle lui envoie de longues lettres enjôleuses. I'm here exactly as we planned. Kareeb Hilton, room 1574. And if I'm not in, leave me a message as to where and when you want to meet this afternoon. Love, C. Paul Solomon ne lui répond pas, alors Carolyn agit de manière de plus en plus bizarre. Yes, this is Carolyn Warmus calling again. He will be furious when he finds out. Then you will be fired! Paul Solomon commence à craindre pour sa sécurité. Il aurait vu Carolyn qui le surveillait dans le hall. Ça l'a beaucoup effrayé. Il s'est fait escorter jusqu'à l'aéroport, puis il est rentré tout droit à New York parce qu'il avait peur qu'un malheur lui arrive à Porto Rico. Solomon est parti, mais Carolyn reste là-bas. Son comportement obsessif prend une tournure alarmante. Alors qu'elle était à Porto Rico, Carolyn a téléphoné à Marie Baller, la mère de Barbara Baller. Elle s'est fait passer pour une agente de la police de New York qui enquêtait sur un meurtre. We're very concerned about your daughter. Did you know the man she's dating shot his wife 9 times with a .25 caliber gun with a silencer? La mère de Barbara signale cet appel inquiétant. La police dépiste son auteur, c'est Carolyn. Leur suspecte vient de commettre une grave erreur. Seule la police et le meurtrier savent combien de coups de feu Betty Jean Solomon a reçu et le type d'arme qui a été utilisé. Cette information n'avait jamais été diffusée. Ça m'a convaincu presque à 100% que Carolyn l'avait tué et qu'elle avait agi seule.
Mais la police n'a que des soupçons. Il lui faut des preuves concrètes. Carolyn est anéantie par ce qui s'est passé à Porto Rico. Elle rentre à New York où elle passe une semaine en observation psychiatrique. De son côté, l'agent Constantino regarde de vieux indices d'un œil neuf. L'appel au 911 de Betty Jean Solomon l'a toujours tracassé. D'abord, il n'y avait pas de sang sur le téléphone ni à proximité. Et les résidents du comté de Westchester n'appelaient pas au 911. En 1989, il n'y avait pas de service 911 dans le comté de Westchester. Les services d'urgence distribuaient aux résidents un autocollant à poser sur leur téléphone. En cas d'urgence, il fallait composer un numéro de 7 chiffres. L'appel au 911 aurait fonctionné, mais à l'époque, seuls les résidents de New York avaient officiellement droit au service. Je me suis dit que comme Carolyn Warmus habitait à New York, elle aurait pu faire cet appel. L'agent Constantino est convaincu que Carolyn a passé l'appel sachant que Paul l'attendait déjà au restaurant. Elle a pensé que l'appel à 19h15 donnerait un alibi à Paul. Mais l'agent Constantino a besoin de preuves concrètes pour situer Carolyn Warmus sur les lieux et la relier à l'arme du crime. Puis, à l'automne 1990, les enquêteurs repèrent un autre numéro dans ses relevés téléphoniques. Il met en rapport Carolyn et un homme du nom de Sheldon Carroll, un ex-collègue de Vinnie Parco. Sheldon Carroll était un détective privé qui travaillait pour Vinnie Parco. Il était le propriétaire du Beretta Jetfire de calibre 25 que Vinnie Parco avait reçu en cadeau. I say you talk, Vinny, because if you don't, it's gonna be you going to jail. Now we know about the gun. Est-ce l'arme qui a tué Betty Jean Solomon? La police interroge Vinnie Parco pour connaître le fond de l'affaire. Vinnie Parco avoue qu'il a vendu le pistolet à Carolyn Warmus une semaine avant le meurtre. This is called the magazine, okay? Slide it in. And you never pointed at anybody you don't want dead. Vinnie avoue qu'il lui a aussi vendu un silencieux. Custom made, just for you. It just screws in? Just screws in. Hey, what'd I say? Selon Vinnie Parco, il avait retenu les services d'un certain George Peters qui a fabriqué un silencieux pour l'arme. La police fouille l'atelier de tôlerie de George Peters. On y repère un morceau de bois dans lequel sont fichées des balles. George Peters a tiré dans le bois pour tester le silencieux. Les balles sont trop abîmées pour subir une analyse en laboratoire. Mais Richard Constantino découvre un filon d'or quand il récupère une douille. J'ai apporté cette douille au laboratoire de balistique. On a prouvé que c'était le même type que celle qui avait été recueillie sur les lieux du meurtre de Betty Jean Solomon. Maintenant, on pouvait situer le pistolet entre les mains de Vinnie Parco, puis entre celles de George Peters, qui a fabriqué le silencieux. Ensuite, le pistolet est retourné à Vinnie, qui l'a donné à Carolyn Warmus. Cette piste balistique mène jusqu'à la demeure de Betty Jean Solomon le 15 janvier 1989. Les enquêteurs fouillent maintenant l'appartement de Carolyn Warmus à la recherche du pistolet. Ils ne le trouvent pas. Mais ils dénichent un chèque annulé qui était émis à l'ordre de Vincent Parco. Il y a aussi des lettres d'adieu adressées à Paul dans lesquelles Carolyn offre de porter le blâme du meurtre. La police veut cependant étoffer son dossier. L'agent Constantino revoit l'enquête depuis le début. Y aurait-il un indice vital qu'on n'a pas encore mis au jour? J'ai réexaminé les photos de la scène du crime au cas où un détail m'aurait échappé, ou qu'il aurait échappé à quelqu'un d'autre. Il remarque un élément de preuve qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. J'ai regardé de plus près le plancher à côté du canapé et près du corps. J'ai vu ce qui semblait être un gant. Il aurait pu appartenir à Betty Jean, à Paul ou à Kristen. Tout ce qu'on savait, c'est que ce gant unique gisait sur le plancher à côté du canapé.
Le gant a été déplacé sur les lieux par un expert en balistique. Personne ne sait où il a abouti par la suite. Je ne me souvenais pas d'avoir recueilli ce gant sur la scène du crime. Je me demandais où il était passé. J'ai appelé au laboratoire au cas où il serait encore là-bas pour subir des analyses. Le gant n'est pas au laboratoire non plus. L'agent Constantino interroge donc tous ceux qui ont pu y avoir accès, entre autres des enquêteurs, des patrouilleurs et même Paul Solomon. Ce gant a joué un rôle clé dans l'enquête. Plus le gant reste introuvable, plus la police est persuadée qu'il s'agit d'un indice important. À ce moment-là, j'ai commencé à craindre que l'affaire ne soit jamais élucidée. Je doutais de moi-même et je doutais de l'enquête. Frustré par le gant manquant, l'agent Constantino passe à autre chose. Il revient aux preuves matérielles qui ont été les plus fructueuses, les relevés téléphoniques de Carolyn Warmus. Ces appels locaux indiquent que le jour du meurtre, elle et Paul ont parlé durant 55 minutes. Ils avaient décidé de se voir ce soir-là. Please. For me? Pendant cet appel, Carolyn avait appris que Betty Jean serait seule durant la soirée parce que sa fille Kristen était partie en voyage de ski. La police vient d'obtenir les relevés des interurbains de Carolyn. Ils montrent que quelques instants après avoir parlé à Paul, elle a appelé un magasin d'armes à feu au New Jersey. On a vu qu'un appel a été passé chez Ray's Sport Shop. C'était révélateur, car elle avait parlé à Paul Solomon le jour du meurtre. Et selon ses relevés téléphoniques, dès qu'elle a terminé sa conversation avec Paul Solomon, elle a téléphoné au magasin d'armes à feu. Now, how do you get there from New York? Les employés du magasin ne se souviennent pas de Carolyn Warmus. Mais ils racontent à la police qu'une femme a bel et bien acheté des balles de calibre 25 ce jour-là. C'était une dame du nom de Lisa Katai. Elle était blonde et elle mesurait 1,65 m. Son apparence physique était semblable à celle de Carolyn Warmus. Elle nous a dit qu'elle avait travaillé avec Carolyn 1 ou 2 ans auparavant. Lisa Katai explique aux enquêteurs qu'elle et Carolyn étaient devenues amies parce qu'elles fréquentaient toutes les deux des hommes mariés. Elles dînaient et faisaient des sorties ensemble. Mais lorsque la police montre à Madame Katai le relevé de son achat chez Ray's Sport Shop, elle nie être allée là-bas. That's not my signature. That's not your signature? No. Lisa Katai affirme que son permis de conduire a été volé durant la même période que le meurtre. C'est son permis qui a servi de pièce d'identité pour acheter les balles. Sur la photo qui apparaît sur le permis, elle ressemble beaucoup à Carolyn Warmus. On pouvait en déduire que Carolyn Warmus avait volé ce permis de conduire avec l'intention de s'en servir pour cette raison. Pour l'agent Constantino, c'est le dernier morceau du casse-tête. Carolyn Warmus est accusée du meurtre le 25 septembre 1990. La police est convaincue qu'elle sait ce qui est arrivé en cette soirée fatale il y a 18 mois. Carolyn s'est rendue chez les Solomon et elle a frappé à la porte. Betty Jean a répondu. Puis, elle n'a pas dû se sentir menacée par cette personne. Ensuite, il a dû y avoir un échange verbal. I came to see you. I'm concerned about Kristen. Can I come in? Yeah, sure, yeah. It's a bit messy. I was just watching my shows. Alors, Carolyn a dû sortir le pistolet et se mettre à tirer. Après avoir assassiné sa rivale, Carolyn a appelé au 911 afin de situer l'heure du décès à 19h15. Puis, elle s'est rendue au bar pour récolter sa prise. Guess who? Hey, you. Hi. C'est une histoire retentissante.
Le procès de Carolyn Warmus débute le 14 janvier 1991. L'affaire a été entourée d'un battage publicitaire démesuré. C'était fou, c'était un cirque médiatique. Lisa Fantino est affectée à la couverture de l'événement pour la radio et la télévision. Le procès Warmus a suscité une attention médiatique énorme. À l'époque, le film Liaison fatale venait de prendre l'affiche et plusieurs des scènes se déroulaient dans le comté de Westchester. Les hommes ont toujours trompé leurs femmes, mais ce film avait souligné le phénomène. Quand ce monsieur avait trompé sa femme, il semblait avoir choisi la mauvaise maîtresse. Le procureur adjoint Douglas Fitzmaurice fait partie de l'équipe de poursuite bien préparée. C'était un homicide qui a fait sensation, non seulement en raison de ses circonstances et de sa nature brutale, mais aussi à cause de l'endroit où il s'est produit et des personnes impliquées. C'est un crime auquel je ne m'attendais pas, car je n'avais encore rien vu de tel dans ma carrière. Chaque jour, Carolyn était très bien habillée et maquillée. Elle avait l'air d'un mannequin, pas d'une femme accusée de meurtre. De prime abord, Carolyn Warmus ne donnait pas l'impression d'être une meurtrière, une femme qui tue de sang-froid ou une femme qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Ladies and gentlemen of the jury, we have caught the killer of Betty Jean Solomon. It's the defendant, Carolyn Warmus. La poursuite relate tous les échecs amoureux de Carolyn et ses réactions excessives quand les relations ont pris fin. Les procureurs affirment que ces obsessions ont atteint un point culminant avec Paul Solomon. On ne possédait pas de preuves matérielles qui la reliaient au crime, telles que des empreintes sur les lieux ou une apparition sur une vidéo de surveillance. Elle n'avait pas fait d'aveu non plus. Nos arguments étaient axés sur le fait que Carolyn Warmus avait une raison de vouloir assassiner Betty Jean Solomon, entre autres sa liaison avec Paul Solomon. Carolyn était obsédée par Paul. Elle voulait l'avoir à elle, ce qui était impossible tant qu'il était marié à sa femme. I feared for my life and for Barbara and Kristen. I became convinced that Carolyn had killed Betty Jean. L'agent Constantino passe plusieurs jours à la barre pour expliquer tous les détails de son enquête. Custom made just for you. Vinnie Parco affirme dans son témoignage qu'il a vendu à Carolyn Warmus le pistolet équipé d'un silencieux. La poursuite présente alors son élément de preuve le plus accablant. This MCE phone record shows Miss Warmus making a call at 3:02 p.m. on the day of the murder to Ray's Sports Shop. La poursuite présente aussi sa théorie selon laquelle Carolyn aurait volé le permis de conduire pour acheter des balles. Même sans preuve matérielle, ses arguments semblent être solides. David Lewis est l'avocat de la défense qui représente Carolyn Warmus. Cet avocat très en vue a déjà assuré la défense du dictateur panaméen Manuel Noriega. My client is innocent. Period. Il s'en prend à la crédibilité des témoins de la poursuite. On n'avait ni preuve irréfutable ni confession. Alors il a attaqué les preuves circonstancielles. C'était un avocat très habile. La défense, avec raison et méthode, a totalement démoli l'enquête policière. David Lewis cite le fait que Vinnie Parco se donne le titre de menteur hors pair. You teach a learning annex course, don't you? Called, what is it? How to get anything from anyone? Well, isn't it true that you tell your students, I will do anything, lie, cheat, or steal to get information, right? You just stood by while a patrol cop let Paul Solomon wash blood from his hands, right? He destroyed vital evidence that could have linked him to the murder. Because you, sir, were the lead detective. That's correct. Yet you failed to ensure that the black glove was secured as evidence. You find anything on that? Nothing. That may have had the real killer's forensic traces on it.
David Lewis a tâché de faire croire que le service de police était médiocre et incapable de faire du bon travail. Mais c'était faux. Il voulait nous discréditer et il a échoué. Dès le départ, on savait que le gant manquant serait un handicap pour la poursuite. David Lewis a une toute autre théorie. C'était un soi-disant coup monté contre Carolyn. Il dit au jury que Carolyn Warmus a été piégée par les meurtriers Vinnie Parco et Paul Solomon. Il appelle à la barre 2 membres du crime organisé. Le premier témoin affirme que Vinnie Parco lui a demandé de tuer une femme plusieurs mois avant la mort de Betty Jean. Le deuxième témoin dit qu'il a vu 2 hommes appelés Vinnie et Paul en train d'échanger de l'argent dans les toilettes du salon de quilles le soir du meurtre. La théorie semble bancale. Nous, les journalistes, on n'y croyait pas du tout. Mais David Lewis a une surprise en réserve qui remet en question le rapport entre Carolyn Warmus et l'arme qui a tué Betty Jean. Cet élément de preuve ébranle tous les arguments de la poursuite. Carolyn Warmus here is a cold-blooded killer. It's ridiculous, it's preposterous. Because I have a piece of evidence. David Lewis a regardé les jurés dans les yeux et il a promis de leur fournir une preuve tangible. Ils allaient pouvoir toucher du doigt et parler entre eux de cette chose qui prouverait que Carolyn Warmus n'était pas coupable du crime dont elle était accusée. L'avocat présente au jury ce qui est selon lui la véritable facture d'interurbain de Carolyn Warmus. Elle n'indique aucun appel chez Ray Sport Shop le jour du meurtre. La différence frappante entre notre version de sa facture téléphonique et celle de Carolyn Warmus, c'est que l'appel passé au magasin d'armes à feu à Plainfield, au New Jersey, ne figurait nulle part. Il s'agissait de la fameuse preuve irréfutable dont parlait David Lewis. On a tous été estomaqués. C'était le doute raisonnable qui allait finir par disculper Carolyn Warmus. Cela donne l'impression que la poursuite a falsifié les documents pour faire porter le blâme à Carolyn Warmus. Dès que la défense a remis ce relevé téléphonique au jury, on a su qu'on devait tout faire pour prouver qu'il n'était pas authentique. Puis, on a vu que plusieurs aspects de ce bout de papier nous permettraient de soutenir auprès du jury qu'il s'agissait d'un faux document. La poursuite réussit à prouver assez rapidement que ces documents sont authentiques et que ceux de la défense ont été trafiqués. Mais le juge admet les 2 séries de documents en tant que pièces à conviction. Le jury se retire pour délibérer. Carolyn Warmus est-elle coupable ou victime d'un coup monté? À l'étape des conclusions finales, les éléments de preuve semblaient favoriser la poursuite. À vrai dire, j'étais très confiant. Mais le verdict est choquant. Les jurés n'ont pas pu en venir à une décision. Le juge déclare le procès nul. Carolyn Warmus est libre. Les jurés n'ont pas eu accès à tout ce que les journalistes ont pu voir et entendre. Et David Lewis a été très habile pour semer le doute dans leur esprit. J'étais consterné. On avait travaillé jour après jour pendant des mois à mener cette poursuite. On a fait de notre mieux, mais on n'a pas eu le résultat escompté. Tout au long du processus, on faisait 3 pas en avant, puis 2 pas et demi en arrière. Quand le jury n'est pas unanime, il peut y avoir un 2e procès pour un meurtre. À la veille du nouveau procès, la chance sourit à la poursuite. Hey, detective. Just a sec. Paul Solomon a averti la police qu'il avait trouvé le gant qui manquait. Il a dit que le gant appartenait à Kristen. Bien sûr, je croyais qu'on tenait le fameux gant. On était emballés quand Paul a annoncé qu'il avait trouvé le gant. En effet, ce gant ressemblait à celui qui était manquant depuis tant d'années. On envoie vite le gant au laboratoire afin de déceler des indices qui pourraient élucider l'affaire. Quand on m'a apporté le gant, je l'ai placé sous un
En examinant le gant, je ne voyais pas de sang. Puis, je l'ai analysé par balayage sous un stéréomicroscope. Et j'ai vu des petites zones où il y avait de minuscules particules de sang. Le sang formait un certain motif. Il suggérait des objets parallèles qui avaient été en contact avec le gant. C'était possiblement des doigts. Les analyses de sang ne sont pas concluantes. On compare les fibres du gant avec celles qui se trouvaient sur les doigts de Betty Jean Solomon. Elles sont identiques. Mais la question demeure, à qui appartenait ce gant noir? On a retrouvé le fabricant du gant. C'était une compagnie du nom de Shalimar. Ensuite, il fallait savoir à quel endroit et à quel marchand il avait distribué ces gants de laine. Après avoir étudié des relevés de vente et des relevés financiers, l'équipe de la poursuite tire le gros lot. On a démontré que Carolyn Warmus avait acheté des gants de marque Shalimar du même modèle et du même style que celui que Paul Solomon avait retrouvé et qui était sur la scène du crime. Kristen Solomon déclare que Carolyn portait des gants semblables lorsqu'elles allaient skier ensemble. Douglas Fitzmaurice croit alors qu'il tient une preuve irréfutable. Le deuxième procès de Carolyn Warmus débute en janvier 1992. Ce gant est une seule pièce de ce casse-tête, une affaire sordide d'amour obsessif à l'issue fatale. Lorsqu'il s'ajoute aux éléments de preuve existants, le gant assène le coup final. Carolyn Warmus est trouvée coupable du meurtre de Betty Jean Solomon et condamnée à une peine minimale de 25 ans de prison. Au bout du compte, je crois que c'est la coupable qui est derrière les barreaux pour avoir tué Betty Jean Solomon. Je me demande où est Paul Solomon, comment il vit avec ce qu'il a sur la conscience et ce qui est advenu de Kristen. Avec du recul, je dirais que c'est une expérience qu'on ne vit qu'une fois. Même quand nos sources se tarissaient, Richard a trouvé le moyen de flairer de nouvelles pistes et de développer des théories. La leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que le 15 janvier 1989, j'aurais dû prendre un congé de maladie. Mais je crois qu'on a emprisonné la coupable. Carolyn Warmus a toujours maintenu son innocence, mais on ne lui a pas accordé d'autres procès. Elle sera admissible à la libération conditionnelle seulement en 2017. Elle aura 53 ans.